Ouloulou. Ça va mon chien? Oui. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est pas du tout la vidéo que je voulais poster cette semaine. Là on est à peu près 2 semaines après la compétition que j'aurais dû faire à Milan. Voilà, pour plusieurs raisons, j'ai raté ma prépa. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai vécu ma prépa en tant qu'athlète. Mais je vais vous parler aussi et surtout de quelles difficultés liées à mon TSA j'ai dû faire face. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc j'ai créé cette chaîne à la base pour parler d'autisme de façon détournée via quelque chose d'un petit peu plus parlant pour tout le monde. C'est le monde du sport. Et plus précisément, en fait, je voulais vous vloguer un petit peu une prépa pour une compétition. Et donc cette compétition-là, elle a eu lieu il y a 2 semaines déjà. Mais vraiment, cette prépa, ça a été une succession de catastrophes. Donc là, je vais tout vous expliquer. Alors déjà, moi, de base, je suis pas 100% une bodybuildeuse. On peut pas dire ça comme ça parce que j'ai fait de la force athlétique avant. J'en ai fait pendant quelques années. J'ai commencé un peu avant le Covid. Et à un certain point où voilà, je craquais un petit peu de la fatigue nerveuse que ce sport entraînait et puis certains problèmes perso, je me suis dirigée vers le body parce que voilà, c'est un sport un peu cousin puisque voilà, c'est un sport en salle également. Et comme je ne sais pas faire les choses à moitié, avec l'accord de mon ancienne coach, on a tout de suite convenu que voilà, j'allais faire une compétition l'année d'après. Donc ça me laissait à peu près 1 an de préparation. Donc déjà rien que ça, faire une compète de bodybuilding après seulement 1 an de body, c'était très risqué. Mais j'avais déjà un certain bagage puisque voilà, j'avais fait de la force et avant ça j'avais fait un petit peu de musculation, enfin ça fait quand même 7 ans que je m'entraîne. Mais le monde du body, c'était pas quelque chose qui m'était très familier. Donc je commence mon aventure dans le body en août 2022 pour une compétition qui devait être en NPC le 9 septembre 2023. J'avais choisi NPC un petit peu par défaut puisque NPC et FBB, voilà, c'est 2 fédérations affiliées qui sont les plus importantes. Mais rapidement en fait, je décide de changer de fédération parce qu'en fait ma coach était une coach WBFF. Mais cette fédération, voilà, WBFF, elle partage beaucoup les avis parce que c'est pas à proprement parler une compétition de bodybuilding, c'est une compétition qui englobe le côté fitness, le côté modeling, donc mannequin fitness, la beauté. Mais naturellement, voilà, je me suis dirigée vers ça puisque c'est la seule fédération qui permet une grande liberté créative. On choisit notre robe, notre bikini, nos chaussures, le posing il est à peu près libre. C'est une fédération où on peut pleinement s'exprimer et pas seulement présenter un physique. Voilà, c'est la différence. Et puis vraiment, toutes les athlètes que je suis depuis le début, enfin depuis que j'ai mis un pied à la salle, ce sont que des athlètes WBFF en fait. Voilà, que ce soit Hattie Boydell, Rachel Dillon, Tyla X, Georgia Piscina, enfin voilà, toutes celles que j'adore vraiment, et puis les types de physique en fait ce sont toutes des WBFF. Donc ça me correspondait bien, et en plus de ça en WBFF, selon les catégories, les types de sèches ne sont pas aussi poussés qu'en NPC et FBB. Donc c'est une shape qui est beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus dans la beauté que dans la performance, que dans le pur conditionnement physique. Ça c'est quelque chose qui m'a moins fait peur, on va dire, parce que je savais que j'allais pas devoir tirer mon corps vraiment dans une extrême comme on voit sur les scènes NPC FBB. Donc de août 2022 jusqu'à mars 2023, je construis super bien, vraiment je découvre le body, tout se passe bien, je mange beaucoup, je soulève lourd. Et là, on va dire février, mars, un truc comme ça, je commence à avoir une douleur vraiment dans, c'était clair, c'était l'ovaire droite, voilà. Donc je le sentais quand je marchais, quand je m'asseyais, enfin à peu près tout le temps. Et ça commençait à être très gênant, donc je vais voir mon gynéco. Et je décide aussi en parallèle d'aller voir un endocrinologue pour qu'il me fasse un bilan hormonal avant d'attaquer ma prépa. Puisque voilà, c'était très important de faire des analyses pour savoir si j'étais dans de bonnes conditions ou pas pour attaquer cette prépa. Spoiler, j'étais dans de très mauvaises conditions, mais je l'ai pas su tout de suite, malheureusement. Donc le gynéco me fait une écho et on découvre que j'ai un énorme kyste donc à l'ovaire droite, là où j'avais mal. Un kyste qui fait quand même 3,4 cm.
donc très envahissant. Et en regardant les échographies, vraiment je vois que voilà, j'ai des kystes partout. Et donc que j'ai le fameux SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Là, comme tous les gynécologues, il me prescrit la pilule parce que voilà, selon eux, c'est le traitement à tous nos maux. Re-spoiler, la pilule n'aura servi à rien à part me faire prendre 3 kilos. Mais bref, au moins j'ai quelques réponses puisque en fait ce SOPK il explique énormément de symptômes que j'ai depuis que je suis ado, on va dire. Le fait que voilà, je sois en carence de fer, que je perde mes cheveux, que j'ai des règles très irrégulières, que je sois fatiguée tout le temps aussi, même si ça c'est lié aussi au TSA. Donc je me renseigne un petit peu sur Google aussi, je regarde quelques trucs à propos du SOPK, puisque maintenant on en parle beaucoup plus, donc voilà, on a beaucoup plus d'informations à portée de main. Bon là je tombe sur des articles qui me rassurent pas énormément, parce que voilà, le SOPK il est souvent lié à une prise de poids, et donc à des problèmes pour perdre du poids aussi. Voir si on regarde ce truc devenir obèse. Franchement j'espère pas, mais bref. Donc ça j'y reviendrai plus tard, mais ça pose déjà le contexte hormonal et pas ouf. Et à peu près dans le même moment, voilà, je rencontre mon copain, Raph. On s'est mis ensemble donc en mars. Et là je suis confrontée à un sentiment qui est très bizarre parce que il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis, mais parfois voilà, quand on s'entraîne très dur, ce qu'on va puiser au fond de nous, c'est nos souffrances en fait. Et en fait on s'en sert un peu pour extérioriser, pour se battre contre quelque chose. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Ça me faisait énormément de bien la pratique du sport pour aussi cette raison, pour extérioriser. Et voilà, en fait quand je me suis mis avec Raph, c'était un moment de ma vie aussi où en fait j'allais globalement beaucoup mieux. Parce qu'après mon diagnostic, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait une très grosse dépression qui a duré 2 ans. Et donc là voilà, j'avais résolu mes problèmes un par un, petit à petit. Et quand je me suis mis avec mon copain, bah en fait c'était un moment de ma vie où vraiment j'avais plus rien contre quoi me battre, en fait tout allait bien. Donc c'est bizarre à dire, mais j'avais plus envie d'aller affronter un peu mes démons comme ça à la salle. Et c'était très bizarre. En fait, j'avais juste envie d'être tranquille. Et voilà, c'était une autre énergie. On est parti en vacances, on a profité. J'étais vraiment plus du tout dans le même état d'esprit. Donc ça a entraîné un peu une baisse de motivation quant au fait de participer à cette compétition en fait. Donc avec mon copain, on profite, vraiment on passe des mois, on sort beaucoup. C'est quelqu'un qui est très extraverti, enfin, vous avez dû le voir dans ma vidéo sur Tenerife. Donc on profite, tout va bien et voilà, je perds un peu cette envie de participer à cette compétition. Mais au retour de vacances, je me ressaisis. Et je me dis voilà, allez c'est parti, j'ai toujours voulu le faire une fois dans ma vie, donc c'est le moment, c'est pas à 40 ans que je le ferai. Déjà je me sens pas super bien physiquement parce que bah forcément vu qu'on est parti en vacances, on a profité, bon même si c'était que 1 semaine, voilà on a quand même fait pas mal de restos, et ça couplé au fait que voilà j'ai pris la pilule, donc je démarre déjà avec 3 kilos de plus, donc c'est pas génial. Comme j'avais pris ce poids, je pensais que bah, j'allais commencer un petit peu en avance pour voilà, commencer tranquillement, perdre un petit peu les kilos que j'avais pris. Mais à l'époque, voilà, ma coach m'a dit non, tranquille, on va commencer à la date prévue. Très bizarre parce que commencer à la date prévue alors que j'ai 3 kilos de plus que prévu, déjà j'ai trouvé ça très bizarre. Donc, elle me fait commencer en juillet pour une compétition qui est en octobre. Alors, sachant que j'ai commencé très haut, hein, j'ai commencé à 68 kg, c'est le poids le plus haut que j'ai jamais fait. Donc vraiment 3 mois et demi, ça me paraît vraiment pas énorme pour quelqu'un qui a autant de kilos à perdre. Donc en plus de ça, je commence, elle me laisse des cheats, alors, j'ai vraiment pas compris. Donc là vraiment je suis dans une situation où je comprends rien parce que je commence en retard et pour autant bon, elle s'affole pas et en plus elle me laisse des cheats alors que on est à 3 mois et demi de la compète, bref. Donc les 2 premières semaines je fais mes cheats mais vraiment je me sens pas du tout en prépa parce que pour moi passer des semaines de diète avec un cheat, bah c'est la vie de tous les jours depuis que je fais du body quoi. Donc logiquement bah, je perds rien et je décide de moi-même d'arrêter les cheats. Et même comme ça, je perds rien. Pourtant, on m'avait baissé de à peu près 1/3 tous les glucides. Donc je perds pas de poids, je stresse, je comprends rien.
ma coach de l'époque, elle était complètement détachée de son rôle de coach, on va dire, parce que visiblement après sa propre compétition, elle a eu elle-même une baisse de motivation pour tout ce qui est monde du body, donc elle m'a inconsciemment mis un peu à l'écart. Tout ça, ça a entraîné chez moi une énorme anxiété parce que voilà, mon poids il était vraiment hyper haut. Je voyais aucune perte de poids, je voyais le temps qui passait. J'avais des questions, voilà, et j'avais pas de réponse. Voilà, ma coach elle était complètement absente. J'avais même une réponse à mes bilans une semaine après et tout. Donc en fait, je me suis dit là, dans les conditions où je suis, vraiment ça va pas du tout. Il faut que je change de coach. Donc j'en cherche une autre. Parce que ouais, il y avait l'énergie d'une autre coach qui était un petit peu, qui m'inspirait un peu, donc je l'ai contactée. Donc là à ce moment-là, je trouve une autre coach et elle a été très réactive, elle a pris en main très rapidement, elle m'a fait une nouvelle diète, nouveau programme. Il y avait énormément de choses dans sa manière de faire qui étaient beaucoup plus adaptées à moi. À ce moment-là, je reprends un petit peu confiance et je perds 2 kilos assez rapidement. Je saurais pas dire pourquoi. Après, je pense que c'est parce que j'avais une baisse de stress, parce que je me sentais mieux accompagnée. Faut savoir que mon niveau d'anxiété avant que je change de coach, il était, mais c'était un truc de fou vraiment. Donc là, je me sentais un peu plus épaulée, un peu plus en confiance. Et ensuite, je restagne, mais vraiment de façon inexplicable parce que je passe d'une espèce de, on va dire, prise de masse à jusqu'à 2006, je sais plus exactement. Ouais, 2006-2008 en termes de calories, et là je passe à peu près 1500 et quelques, plus un entraînement de plus le cardio. Donc en fait tout ça devrait faire que, vu le déficit calorique que ça entraîne, j'aurais dû perdre énormément de poids très rapidement. Parce qu'en plus vraiment je faisais pas un écart, vraiment de tous ces mois là, le seul écart on va dire que j'ai fait c'est je suis allée manger une viande rouge avec des pommes de terre au resto avec mon copain. Donc vraiment c'était inexplicable. Mais là justement pour en revenir à ma situation hormonale, à ce moment-là j'ai commencé un traitement pour mon kyste. Parce qu'en parallèle je revoyais donc mon endocrinologue qui me faisait des analyses de partout, sanguines, urinaires, tout. Et en fait pour ce kyste, bah, j'en ai parlé avec lui justement et j'ai directement arrêté la pilule parce que j'avais trop d'effets secondaires. Et vraiment, je me sentais un ballon, je me sentais hyper gonflée. Et peut-être que justement, c'est parce que j'ai arrêté la pilule que j'ai perdu 2 kilos très rapidement, parce que ça coïncide aussi un peu. Mais donc l'endocrinologue me donne un traitement pour le kyste. Et à ce moment-là, je me sens très fatiguée, mais je me dis que voilà, c'est comme ça, c'est la prépa, c'est le fait que je mange pas beaucoup, que je m'entraîne énormément, que vraiment émotionnellement je suis vraiment un peu à bout. Je me dis que voilà, c'est pour ça que je me sens autant fatiguée. Alors spoiler, c'était aussi parce que, enfin je le sais parce que je suis allée chez le médecin là il y a une semaine et en fait elle m'a expliqué que le traitement que je prends pour le kyste, c'est un traitement qui entraîne des chutes de tension. Voilà, c'était pas forcément le meilleur moment aussi pour le prendre. Bref, à ce point de la prépa, vous l'aurez compris, il n'y a rien du tout qui va. Et pour rien arranger, là je suis confrontée à un autre problème qui n'a rien à voir, c'est les coûts de la compétition en WBFF. Parce qu'en fait c'est une fédération qui est super chère, c'est un truc de fou vraiment. Donc là, en gros, là je me retrouve à ne pas pouvoir payer tout ce qu'il faut pour la compète. Juste pour que vous vous rendiez compte un peu, franchement, c'est un truc de... Donc le bikini et le bikini en WBFF, c'est vraiment, ce sont les plus chers. Moi je l'ai payé 1000 €. Il y a la robe pour le passage en robe, il y a les chaussures, il y a la robe pour la registration night, les chaussures pour la registration night, les billets d'avion, l'hôtel, les frais d'inscription qui sont de 465 €, le make-up, le tan, les cheveux. Sachant qu'en WBFF, c'était obligé de passer par ceux de la fédération et c'était un truc du genre 300 € le make-up et les cheveux et 150 € le tan, donc c'est hallucinant vraiment. Et là c'est purement subjectif, mais je trouve que c'est un scandale de faire payer autant des athlètes. Donc cette fédération, elle offre énormément de liberté, voilà, on peut s'exprimer, on peut se célébrer, voilà, c'est une fédération qui est quand même géniale, mais vraiment ce côté-là de la fédération, c'est... Enfin, je trouve que c'est pas normal quoi. Donc là, au fil des jours, des semaines, je perds quelques grammes, genre vraiment pas beaucoup. Et là, je me dis que vraiment, je fais tant d'efforts, je sacrifie tout
pour une échéance qui est dans très peu de temps. Je panique, je me coupe de tout. J'ai vraiment le facteur là mental qui prend un énorme coup et là je commence à sentir des signaux de dépression. Parce que quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose à fond comme ça, que en plus on est dans un déficit calorique, on a faim, on est fatigué, on se pousse à bout tous les jours. Chaque jour qui passe, on s'isole un peu plus et on se pousse un peu plus à bout. Donc là, je sens mon moral en down complet, je me sens stressée, anxieuse, irritable, fatiguée. En plus, c'est ouf, hein, mais vraiment, depuis que je fais du sport, je me sens mieux physiquement. Mais là, j'ai eu pour la première fois ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est le fait de se voir d'une manière très négative, de ne pas se trouver à la hauteur, parce que sans prétention vraiment pour un corps lifestyle, je me trouve vraiment très bien. Et surtout, voilà, depuis que je fais du body, en plus, j'ai pris un peu plus de bas de corps, donc mon physique, il est un peu plus féminin. Mais vraiment, quand tu commences la compète, là, tu vas te comparer à des physiques qui sont extrêmes, parce que inconsciemment, en fait, les gens vers lesquels tu vas porter ton regard, ça va être les autres compétitrices. Et il faut savoir que dans ce milieu-là, il y en a très peu qui sont naturels. Du coup, tu développes comme ça une image de toi-même qui est très négative, alors que en fait, bah, t'as un bon niveau, tu vois. Et rien que ça, c'est difficile à supporter, encore une fois, par rapport à tous les efforts que tu fournis et tout ce que tu as fourni depuis des années en fait. Donc vraiment là je commence à déprimer, je commence à être pas bien, je suis vraiment à deux doigts de laisser tomber, c'est vraiment super dur. Physiquement et moralement là, je suis limite au bout. Et en plus il y a le fait que quand vous êtes en couple, c'est d'autant plus difficile, mais ça c'est vraiment... Limite je pourrais faire une vidéo entière dessus, parce que vraiment t'es complètement en décalage avec l'autre, parce que tu te sens pas compris. Alors déjà que moi je me sens jamais comprise à cause de mon TSA, mais là vraiment tu te sens vraiment pas compris dans ta démarche par l'autre. L'autre a envie de faire plein de choses, toi t'es constamment fatigué. Il y a le fait que voilà, ta libido elle est au niveau zéro, t'as envie de rien, voilà, t'es irritable pour rien. Et niveau couple, c'est pas génial. Et tenez, en parlant de couple, là mon copain a genre 6 semaines, je sais plus, un truc comme ça, 6 semaines de la date. Il me dit oui, j'ai une pote, elle a eu le Covid, et je sais pas, j'ai mal à la gorge et tout. Donc là, vous vous en doutez, ça a pas loupé, je me suis chopé le Covid aussi, plus mes règles en même temps. Et je vous dis vraiment, les premières règles, quand on arrête la pilule, elles font mal, mais c'est une horreur. En plus avec mon kyste et tout et le traitement, bref. Donc là je me retrouve au lit, avec Covid, règles et tout, vraiment au lit dans le noir. Et à ce moment-là, vraiment, je fais rien de ma journée, je regarde autour de moi, je regarde les murs, et je me dis mais putain, mais pourquoi je fais ça? Vraiment, pourquoi je me pousse à ce point-là alors que rien ne va? Genre vraiment une prépa qui se passe pire que ça, on peut pas. Et je me remotive, vraiment je me remotive un énorme coup. Une dernière fois je me dis meuf là, il reste un peu plus d'un mois, c'est la dernière ligne droite, allez tiens le coup vraiment. J'étais vraiment pas bien du tout, mais je me dis il faut que je tienne le coup, voilà c'est comme ça, je l'aurais vécu une fois dans ma vie. C'était une prépa horrible, mais voilà je me disais meuf, visionne-toi sur scène, fière de tout ce que t'as traversé, etc. Donc je me rebooste, je me motive et là je me dis, de toute façon, ça peut pas être pire. Dernier spoiler, ça a été pire. En fait, je devais faire cette compète avec une amie. Enfin voilà, c'est une amie avec qui on avait prévu de faire la compète ensemble. Et là, je ressens un vocal de cette amie qui me dit que elle ne fait plus la compète et qu'elle va en faire une autre. Sur le coup, vraiment, bah, c'est simple, j'ai fait une crise quoi, j'ai fait un shutdown, j'ai implosé et je me suis dit mais vraiment là, en fait j'étais à un cheveu et en fait là c'était vraiment la goutte d'eau. Bref, après ce shutdown je me suis dit bon là vraiment soyons objectifs. Parce que ok, je veux faire cette compète, mais en fait à quel prix? Niveau hormones ça va pas, financièrement ça va pas, physiquement je suis pas prête. Émotionnellement, je suis au fond du trou. Avec ma coach, ça a été le bordel. Et là, mon ami qui décide de plus faire la compète, vraiment,
en fait je me suis dit mais j'ai plus aucune raison de le faire. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'être vraiment lucide, objective et j'ai décidé d'arrêter ma prépa. Je me suis dit ça sert à quoi de me présenter sur scène dans autant de mauvaises conditions avec un physique qui n'est pas le reflet de tout ce que je peux faire par rapport à tous les facteurs externes auxquels j'ai dû faire face pendant cette prépa. Même si en WBFF, il n'y a pas besoin d'être hyper sèche pour se présenter, la preuve, c'est la championne du monde bikini. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très atteignable. Mais vraiment, ça servait à rien de me pousser à me présenter dans autant de mauvaises conditions, quoi. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué comment s'est passée cette prépa et pourquoi j'ai abandonné, je vais vous parler maintenant des difficultés que j'ai eues pendant cette prépa qui sont directement liées au TSA. Alors premier point, et vraiment c'est pas des moindres parce que je pense que c'est 70% du problème, c'est notre fatigabilité. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui m'a contactée, une personne qui regarde mes vidéos et qui est abonnée aussi à mon compte Instagram, et qui m'a contactée pour me dire qu'elle aimerait bien aussi faire une compétition, mais par rapport à du coup cette fatigabilité, elle était très curieuse de savoir comment j'allais vivre et si j'allais y arriver parce que voilà, ça lui paraît quelque chose de très difficile. Rien que par ce point-là, et elle a 100% raison parce que visiblement j'étais fatiguée à un point que vraiment je luttais pour me lever le matin, je luttais pour tenir mes journées et je ne foutais rien à part me consacrer à cette compète. Vraiment, je pouvais rien faire d'autre. Et rien que de consacrer du temps juste à mon copain, c'était hyper éprouvant. Je dirais que c'est l'une des choses les plus compliquées pour une personne autiste à gérer au quotidien, mais là, pendant une prépa, c'est horrible, vraiment horrible. Et en plus là, alors déjà moi je suis TSA, TDAH, j'ai eu le SOPK, j'avais le traitement, il y avait l'entraînement, il y avait le déficit calorique, vraiment tous les facteurs de fatigue, ils étaient mais au max, donc j'en pouvais plus quoi, vraiment. Donc pendant cette prépa, j'ai aussi eu des difficultés liées à mon alimentation, parce qu'il faut savoir que l'alimentation d'une personne autiste, elle est très particulière, de comportements répétitifs et sécurisants pour nous dans les habitudes, mais aussi on a une énorme sensibilité à certaines textures, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas avaler. On a des routines dans notre façon de manger, dans ce qu'on mange, et des habitudes qui sont très ancrées en nous et difficilement modifiables. Donc là aussi, vraiment, quand on passe d'une alimentation, on va dire normale, avant de commencer le body et la prépa, déjà le premier changement, ça a été de passer à une alimentation stricte. Donc oui, ça s'appelle la diète stricte, où on mange tout le temps la même chose. Alors, ça peut paraître contradictoire parce qu'on aime manger tout le temps la même chose, mais là, c'est changer d'une habitude pour aller vers une autre façon de manger. Voilà, donc ça prend du temps et en fait, il m'aurait fallu une plus grande transition parce que là, vraiment, mon ancienne coach, quand elle m'a dit de changer, c'était allez hop, là, petit-déj, on te change ça. Alors, il faut savoir qu'en plus, le petit-déj, vraiment pour faire changer le petit-déj à une personne autiste, bon courage. Donc ouais, je me suis fait violence sur plein de points. Mais en fait, je me suis dit, c'est pour un temps, je vais pas être en prépa toute ma vie, il faut que j'y arrive, il faut que j'obéisse. Mais ça n'empêche pas que la difficulté soit là. Voilà. C'est pas parce que on le fait. D'ailleurs, je cite souvent la chaîne Dans les yeux d'April, mais il y a quelque chose qu'elle répète souvent et qui me fait tout le temps écho, c'est quand elle dit une expression, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà, donc ça résume un peu ce à quoi on est confronté, c'est que en fait c'est des choses qui sont un peu hors de notre portée, mais on est tellement conditionné à se dire on peut faire comme les autres, on est comme les autres, surtout les personnes qui sont diagnostiquées tardivement, qui ont passé toute leur vie à penser qu'elles doivent faire comme les autres, et en fait on se pousse et on n'a pas vraiment conscience qu'on est en train de faire des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut fournir en termes d'efforts. Troisième chose, hyper important aussi, et qui vraiment m'a pourri un peu toute ma prépa, c'est l'angoisse, l'anxiété, le stress. Vraiment ça, j'y ai été confrontée de A à Z, et en plus ça a été hyper amplifié par le fait que j'ai commencé en retard, que j'étais mal accompagnée entre guillemets, que voilà, j'avais pas de réponse à mes questions,
je me sentais seule. Et du coup, voilà, mon niveau d'anxiété, il a été hyper haut. Mais il englobe vraiment cette anxiété, vraiment, je vais pas lister point par point, mais c'est un sentiment voilà, d'anxiété généralisée, on va dire. Et d'ailleurs, ce point, l'anxiété, il peut être mis en parallèle au point suivant, c'est l'anxiété sociale, justement, parce que, et ben mine de rien, une compétition, c'est être sur scène avec plein d'autres gens que tu ne connais pas, devant une scène de personnes qui te regardent comme ça, et pour une personne autiste, c'est un truc de fou, vraiment. Alors, je me faisais pas trop d'inquiétude sur ça, bizarrement, parce qu'en fait, j'ai déjà été confrontée à ça, et en fait, je me suis débloquée en faisant de la compétition en force athlétique. Pareil, en force athlétique, t'as ta barre, tu fais tes passages devant un jury qui te regarde et un public. Et la première fois que je l'ai fait, j'étais dans un niveau de stress. Enfin, chaque compétition de force que j'ai fait, j'étais dans un niveau de stress qui m'a complètement gâché le plaisir de la compétition, mais on va dire que je m'étais un peu habituée, pas vraiment habituée, on s'habitue jamais, mais j'y avais déjà été confrontée, et du coup ça me faisait moins peur que prévu. Par contre, ce qui me faisait peur, c'était ce qu'on appelle la Registration Night en WBFF, c'est en fait la veille. T'as une soirée où ouais, tu dois te mettre au max avec robe, talons, tout ça, et en fait c'est une soirée où c'est l'enregistrement quoi, en gros. Donc en fait c'est là le jour où on te donne ton numéro, où en fait tu dois rencontrer tout le monde, parler avec tout le monde, les athlètes, les coachs, les organisateurs, tout ça. Et vraiment bizarrement, ça m'angoissait 15 fois plus que le passage sur scène. Parce que en fait le passage sur scène, j'avais pas à fournir une interaction sociale. C'est-à-dire que je passais, j'avais pas à parler, et en plus le passage, il était répété en boucle par le fait que j'ai travaillé le posing en amont. Donc en fait le passage sur scène c'est quelque chose qu'on a appris à faire et que juste on exécute, et il n'y a pas vraiment d'imprévu dans ça. Et il n'y a pas d'interaction sociale, contrairement à la Registration Night où là j'aurais dû parler en plus dans une langue étrangère. Bon après c'est de l'italien, je parle italien parce que je suis italienne, mais j'aurais dû quand même passer toute la soirée à parler à des gens que je ne connais pas. Donc là pour moi ça c'était mes limites au-dessus de mes forces, mais il fallait que j'y passe. Alors encore un facteur d'échec qui est purement lié au TSA, c'est notre hypersensibilité émotionnelle. La faculté à maîtriser les émotions, qui est très basse et qui est, voilà, c'est une grosse lacune chez nous. Je pense que pour être un très grand athlète, il faut savoir être concentré sur soi et savoir se couper un peu de tous les problèmes externes qui vont se mettre entre toi et la compétition. En fait, pour nous, on n'est pas du tout comme ça. En fait, tout ce qui est voilà, facteur externe, ça nous affecte beaucoup parce qu'on est hypersensible et que tout nous atteint d'une manière exacerbée et beaucoup plus que la normale. En fait. Donc on a une moins bonne résistance aux facteurs externes, on va dire. Pour continuer la liste, je parlerai aussi de la compréhension, la communication. Voilà, c'est un peu la base de notre trouble. Et là vraiment, je la mettrais dans la relation athlète-coach. Forcément, on n'est pas coaché par des personnes neuroatypiques. Donc la compréhension athlète-coach, elle est forcément limitée. Et en face de nous, on a forcément quelqu'un qui ne comprendra pas tout ce qu'on vit, comment on le vit, et même des personnes avec juste des bases, elle comprendra pas vraiment à 100% ce qu'on a besoin et comment on aimerait communiquer. Et inversement, hein, il se peut que je m'en rende pas compte, mais la manière dont je communique ne convienne pas à ma coach, c'est fort possible aussi ça. J'avais listé aussi le changement des habitudes, mais voilà, j'en ai un petit peu parlé dans l'alimentation, mais là c'est vraiment de manière globale. En prépa, on a un rythme de vie qui est propre à la prépa. Tout est centré autour de la prépa et ça modifie vraiment toutes nos habitudes quotidiennes, que ce soit au niveau du travail, de l'entraînement, du sommeil, des sorties de... En fait, tout tourne autour de la prépa et ça entraîne des changements d'habitude qui sont un peu brutales et pas du tout adaptés à nos besoins. Parce que quand on découvre qu'on est autiste, ensuite, enfin moi personnellement, le mieux à faire c'est de se créer un environnement et une manière de vivre qui nous convient et qui est adapté pour nous. Or, en prépa, on fait vraiment tout ce qui n'est pas bon pour nous dans le sens où, par exemple, t'as pas soif, tu dois boire, t'as pas envie de t'entraîner, tu dois aller t'entraîner,
t'es fatigué, tu dois quand même aller faire ton cardio. À la faim, bah tu manges pas. T'as envie de sortir parce que tu te sens pas bien dans ta tête, tu peux pas. Tu te sens à bout, et ben il faut que tu pousses encore plus. Enfin bref, c'est vraiment... Et là, je pense que c'est pour tous les sports pareil. À partir du moment où tu fais de la compétition, ça devient plus du sport santé. Et malheureusement, voilà, nous qui avons besoin d'un rythme qui soit assez lent et en accord avec nos besoins, ben là, ouais, forcément, ça colle pas trop, quoi. Alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est le sentiment d'isolement et de solitude que toute personne autiste a. Parce que toute notre vie, voilà, on est confronté au rejet, à la marginalisation et au fait d'avoir du mal à s'intégrer. Donc on souffre d'un certain isolement depuis toujours parce que du coup on est mal intégré, on a peu d'amis, on se sent pas compris, on est mal encadré. Voilà, donc le sentiment de solitude, d'isolement un peu de la personne autiste, elle est, je vais dire, vraiment presque ancrée en nous, quoi. Et le problème, c'est que pendant une prépa, t'es tellement fatigué, t'as tellement une manière de vivre, un lifestyle qui est complètement en décalage avec les autres, et en fait ça va accentuer cette solitude et cet isolement parce que les autres vont encore moins te comprendre, encore moins, voilà, parfois les gens ne vont pas te soutenir, surtout ta famille. Donc en fait pendant la prépa, et ben t'es encore plus isolé. Et ça c'est très 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 compliqué pour une personne autiste à supporter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère et vraiment ça c'est quelque chose auquel j'étais pas préparée non plus. Bon bref, voilà, donc j'ai raté ma prépa, c'est comme ça. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu, j'ai été épuisée au fond de moi, mais ça n'a pas suffi. J'aurais dû peut-être mieux m'écouter et mieux écouter les signaux négatifs que j'avais depuis le début, rien que par ma situation hormonale. J'ai quand même tenté, je suis contente d'avoir essayé. Mine de rien, pendant cette année, j'ai énormément progressé physiquement, mais voilà, ça restera un regret, j'aurais pas fait de compète. Bon, comme dirait ma coach de maintenant, oui, voilà, c'est pas parce que tu le fais pas maintenant que tu peux pas le faire plus tard. Mais là aussi, le truc, c'est qu'elle se rend pas compte que plus tard, je serai quand même autiste. Donc j'aurai la plupart des difficultés, elles seront quand même là. Donc je sais pas du tout si je vais me refrotter à ça, franchement, je pense pas. Ce qui est bizarre à dire, c'est que c'est la première fois que j'échoue quelque chose parce que quand on est autiste, on est des personnes qui vont au fond des choses, mais vraiment qui sont prêtes à ne pas dormir, qui sont prêtes à tout quand elles ont quelque chose en tête et qui vont souvent jusqu'au burn-out avant de lâcher vraiment ce qu'ils ont en tête. Donc je suis toujours allée au bout de tout ce que j'ai entrepris et là vraiment c'est la première fois que j'abandonne, que j'échoue quelque chose. Et ça a été vraiment super dur à accepter. Bon là, voilà, ça s'est tassé, ça fait un mois que j'ai arrêté la prépa, donc j'ai quand même, voilà, avant de faire cette vidéo, je voulais prendre un petit peu de recul pour pas parler vraiment à vif et voir les choses un petit peu plus de façon objective. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de vous livrer ce témoignage aujourd'hui. Et en parlant de témoignage, en fait, j'aurais voulu tout de suite après interviewer une athlète autiste qui aurait réussi à participer à une compète de body. Mais le truc c'est que j'ai trouvé personne. Ça fait un mois que je demande à plein de gens. J'ai même demandé à Alison Testu, celle avec qui j'ai fait la vidéo de posing au début quand j'ai commencé la chaîne. Elle a fait une story aussi où elle me reposte pour demander voilà, autour si même dans son entourage à elle, et pourtant elle est connue internationalement. Hein. C'est quand même une fille qui a fait l'Olympia, donc et vraiment personne. Je trouve aucune femme autiste qui ait fait une compète de body. Donc en fait ce que je me dis, est-ce que par essence c'est impossible pour nous ou pas? En fait j'aimerais tellement trouver une personne, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me mettre en contact parce que vraiment ça m'intéresse. Et limite rien que pour ça,
je me dis putain, si je me remotive et que j'essaie de le faire, je serai la première à le faire. Mais est-ce que je vais pas retomber dans un deuxième échec et faire face aux mêmes difficultés? Franchement, je suis pas prête à prendre le risque. Mais vraiment, rien que pour ça, ce serait intéressant que je le fasse. Voilà, donc n'hésitez pas même à demander autour de vous. Vraiment, j'aimerais vraiment trouver quelqu'un avec le TSA et qui a fait une compète de body, vraiment. Parce que je peux pas croire que je sois la seule à avoir essayé. Vraiment, ça, je peux pas le croire. Je veux savoir si quelqu'un a réussi à le faire ou pas. Écoutez, voilà, c'était mon témoignage à propos de cette prépa et comment je l'ai vécu avec ce TSA. Je pense que la vidéo, elle va être très très longue. Pour me soutenir, parce que j'ai aussi mis YouTube de côté un petit peu pendant cette prépa, parce que vraiment, j'avais l'énergie pour rien du tout. Mais là, j'ai énormément d'idées de vidéos, j'ai énormément de choses que je voudrais faire. Donc je vous invite à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à me poser et surtout à vous abonner parce que voilà, on arrive bientôt à 1000 personnes et je fais cette chaîne sur mon temps libre, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 1000 abonnés on peut être monétisé, donc ce serait vraiment super cool que toutes les vidéos informatives que je fais soient un petit peu rémunérées, voilà, ça m'aiderait beaucoup. Oui. Bon, c'est l'heure de sa balade. Tu dis au revoir? Hein, loulou? Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Loulou.